sans plus attendre, nous accueillons Corentin Maumont, conseiller en patrimoine, qui va animer ce meet-up. Bonjour Corentin. Oui, bonjour à tous et merci, merci Extia de me recevoir aujourd'hui ce midi et merci à tous d'être là ensemble pour passer 1 heure pour parler de l'investissement entre votre point déjeuner, différents rendez-vous. Merci de prendre le temps pour vous aussi de passer ce temps ensemble. Donc oui, le but du jour, c'est de repasser différents sujets par rapport à l'investissement et sous forme de quiz pour que vous puissiez chacun participer. Comme ça, vous n'allez pas être piégé par la sieste qui pointe. Non, vous serez actif durant cette présentation. Et donc, je vais vous partager l'accès sur WooClap. Donc, le but de savoir si vous êtes ou non un HPI, donc un haut potentiel investisseur. Donc, par rapport à ça, vous aurez 20 questions différentes qui vous seront posées sur 4 thématiques principales. Thématique numéro 1, culture générale. Thématique numéro 2, tout ce qui est investissement financier. Numéro 3, tout ce qui est investissement immobilier. Et numéro 4, tout ce qui est relatif à la fiscalité. Vous aurez dans chaque thème 5 questions, donc 5 x 4, 20. 2 questions faciles, 2 questions niveau moyen et une question difficile. Si à la fin du quiz, vous avez 20 sur 20, vous serez qualifié de HPI. Vous pourrez donc mettre ça sur votre CV et donc vous targuer d'être donc un HPI auprès de votre entourage. Entre 15 et 20, vous serez un investisseur qu'on va dire avec un potentiel intéressant, mais il manque encore un petit peu pour aller taper le HPI. Et sous 15, il vous restera un peu de travail pour le devenir. En quelques mots avant de commencer, me présenter, donc je suis Corentin Maumont, donc je suis conseiller en patrimoine depuis maintenant 3 ans. Je viens de créer mon cabinet, donc Maumont Conseil, où j'accompagne les contribuables sur leurs différents sujets d'investissement financier. Ça peut être par rapport à la défiscalisation, par rapport à la préparation de la retraite, valoriser une somme d'argent, diversifier, percevoir des revenus additionnels, donc tous les sujets qui touchent de près ou de loin à l'argent et à l'investissement. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, où tous les jours je poste par rapport au sujet de l'imposition, donc de la fiscalité. J'essaie de les rendre un peu ludiques et intéressants, donc c'est un sacré défi. N'hésitez pas à me suivre donc sur LinkedIn si vous le souhaitez. Alors j'espère que vous êtes prêts, puisqu'on va démarrer donc ce quiz ensemble avec le premier thème, la culture générale. Donc les questions vont s'afficher, il y a un compte à rebours, donc vous avez un temps limité pour y répondre. N'oubliez pas, quand vous êtes sur une question, à appuyer sur Submit, qui sera situé en bas pour bien que votre question soit soumise et que vous puissiez avoir les points si vous avez une bonne réponse. J'espère que vous êtes prêts, puisqu'on va démarrer. Ça y est, c'est parti. Première question. Que signifie AMF? Réponse numéro 1, Association monétaire française. Réponse numéro 2, Autorité des marchés financiers. Réponse numéro 3, Agence des mutuelles et des fonds. Et réponse numéro 4, Analyse des marchés financiers. Voilà, donc on ne peut plus voter, le compte à rebours est terminé. On va regarder au niveau des réponses. Donc la majorité a mis la bonne réponse, 86% sur l'autorité des marchés financiers. Donc il y en a 6 qui ont mis la réponse numéro 4, analyse des marchés financiers. Donc ce n'est pas la bonne réponse. Et ce n'est pas non plus la numéro 1, l'Association monétaire française. Donc quelques éléments par rapport à l'AMF pour vous situer ce que c'est et donc ce que ça veut dire, donc autorité des marchés financiers. Donc l'AMF, c'est l'institution de référence par rapport à tout ce qui est lié aux investissements. Donc c'est un établissement qui est indépendant et qui met tout en place pour protéger les différents acteurs qui vont investir sur les marchés financiers, donc en l'occurrence vous comme moi, pour que vous puissiez être protégés et aussi que vous ayez accès à toutes les informations suffisantes pour pouvoir investir en connaissance de cause. L'AMF, c'est un peu le gendarme des marchés financiers. Donc par rapport à ça, ils nous informent sur différents sujets. Ils font des rapports réguliers sur l'épargne des Français, sur l'investissement. Ils vont aussi réguler pour autoriser ou non donc, différentes classes d'actifs sur lesquelles on peut investir. Et si jamais il y a des dérives, ils vont aussi sanctionner. Ça peut être soit via des amendes, soit via des peines d'emprisonnement, si sur certains types d'actifs d'investissement, il venait y avoir des dérives. Voilà donc en quelques mots par rapport à l'AMF. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. On les repassera à la fin du meet-up. La question numéro 2 qui arrive, j'espère que vous êtes prêts. Le compte à rebours va se déclencher. Et c'est parti. Qu'est-ce que le CAC 40? Numéro 1, un indice boursier regroupant 40 entreprises françaises. Numéro 2, un indice boursier
les 40 plus grandes entreprises mondiales. Numéro 3, un fonds d'investissement spécialisé en actions. Et numéro 4, une agence de notation française. Donc, la majorité, encore une fois, tapez juste, c'est bien la réponse numéro 1, un indice boursier qui regroupe 40 entreprises françaises. Tac, tac, tac. On va regarder un petit peu au niveau des scores. Actuellement, qui est-ce qui est en tête? Donc, on a Kevin, qui pour l'instant est premier devant Victor et Thomas après 2 questions. Bravo à vous 3. Et donc, pareil, quelques éléments par rapport au CAC 40. Donc, c'est bien un indice boursier donc situé en France avec 40 entreprises. CAC 40, ça ne s'invente pas. Et les 40 actions françaises les plus importantes et les plus activement négociées. Donc, c'est celles où il y a le plus de volume d'échanges, achat, vente d'actions. Donc, quelques exemples sur les 40 qui sont dans le CAC 40. Vous avez les plus grosses qui sont LVMH, L'Oréal et Total Energy en termes de capitalisation. Ça veut dire quand la valeur de leur action en bourse est la plus élevée. Donc, c'est 3 entreprises qui tirent le CAC 40. Voilà pour la question numéro 2. Question numéro 3 qui approche. J'espère que vous êtes prêts. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'une obligation? Numéro 1, une fraction du capital d'une entreprise. Numéro 2, un titre de créance émis par l'État ou une entreprise. Numéro 3, une mesure de la performance d'un portefeuille d'investissement. Ou numéro 4, un type de contrat d'assurance qui protège contre les pertes financières. Alors, quelques secondes pour répondre. Et donc, la bonne réponse, c'est la réponse numéro 2. Et donc, une nouvelle fois, la majorité a eu bon. Donc, la numéro 1, on aurait pu confondre. La numéro 1, c'est une action. Fraction du capital d'une entreprise, c'est une action. Et donc, l'obligation, généralement, on peut les confondre avec les actions. Donc, c'est bien la réponse numéro 2. Donc, une obligation, c'est une dette qui est mise sur un marché, donc le marché obligataire. Donc, cette dette, elle peut être émise par différents acteurs. Une société qui a besoin de fonds, elle émet une obligation pour justement les lever, les collectivités locales notamment, et aussi l'État. L'État qui très régulièrement émet des obligations pour se financer. Et donc, c'est généralement ça qui émet donc, la dette de l'État, c'est bien les obligations que l'État émet sur les marchés. À savoir que donc, quand une société, un État, une collectivité émet des obligations, donc il y a un prêteur, qu'on appelle créancier, et donc pour que ce prêteur prête, il est rémunéré. Donc par rapport à ça, il a un coupon qui lui est versé généralement annuellement par l'émetteur, et en plus le capital investi en obligation est remboursé à l'échéance. Une obligation, ça peut durer entre 1 et 5 ans généralement. Voilà pour la question numéro 3. On poursuit, question numéro 4. À vos téléphones, à vos PC. Quel est le taux d'endettement maximum autorisé par une banque? Réponse numéro 1, 25%, numéro 2, 30%, numéro 3, 35% et numéro 4, 40%. Alors, je parle du taux, on va dire le taux réglementaire, donc que la grande majorité des banques pratiquent. Et donc, encore une fois, c'est un peu diffus et la bonne réponse, c'est 35%, qui est le taux réglementaire, qui en fait n'est pas un taux issu de quelconque hasard, c'est une autorité qui le définit. Et donc, les banques se doivent, pour la majorité de leurs clients, de respecter ce taux donc, qui est fixé par le HCSF, qui est l'autorité de régulation par rapport à ces taux d'endettement. Et donc, les banques peuvent, à la marge, si elles le souhaitent, en déroger. Normalement, la norme, c'est donc 35% d'endettement. Comment ça fonctionne, comment ça se calcule? En fait, la banque prend en compte vos prêts que vous avez à rembourser sur une année, donc vos mensualités, donc sur un an. Et après, elle fait un ratio par rapport à vos revenus annuels. Et c'est ça qui fait le taux d'endettement. Je vous ai mis un exemple à l'écran. Mettons un foyer qui rembourse 1 000 € de crédit chaque mois. Sur 12 mois, ça fait 12 000 € à rembourser. Si ses revenus sont 80 000 €, le taux d'endettement sera de 12 000 divisé par 80 000, soit 15%. Voilà, donc là, le foyer en question, il lui reste 20% de marge s'il souhaite se réendetter. Allez, dernière question de culture générale. Attention, niveau difficile, à vos téléphones. Qu'est-ce qu'un OPCVM? Donc, numéro 1, un organisme de placement collectif en valeur mobilière. Numéro 2, un ordre de paiement certifié validé par les marchés. Numéro 3, un outil de placement des capitaux pour valeur mobile. Et numéro 4, un organisme de portefeuille capital modulable. Le temps était un peu court, niveau difficile. Donc, il y a eu 45 réponses sur 65 et
la bonne réponse, c'est la réponse numéro 1 qui concerne 56% des participants, donc organismes de placement collectif en valeur mobilière. Donc en France, on est très fort pour des sigles un peu barbares comme celui-ci. Pour simplifier, en fait, un OPCVM, c'est un fonds. C'est un fonds avec différents actifs, des actions principalement, et donc un fonds qui est géré par un gérant qui va le composer à sa sauce par rapport aussi à une méthodologie d'investissement. Donc il va être amené à faire des arbitrages en respectant une feuille de route qu'il leur a fixée au départ. Et donc un OPCVM, c'est un fonds où on peut investir dans une assurance vie, un PEA, un compte titre, et ça nous permet d'avoir une exposition donc à une catégorie d'actifs définie sans avoir à le gérer. C'est le gérant qui gère le PCVM, encore une fois, de A à Z. Voilà pour le thème donc, de culture financière. Et donc, on va passer au thème numéro 2, l'investissement financier. Et donc, on va recommencer par des questions niveau facile à vos téléphones. C'est parti. Que signifie PEL? Numéro 1, produit d'épargne à long terme. Numéro 2, plan d'épargne logement. Numéro 3, prêt échelonné à la location. Numéro 4, placement d'épargne libérale. Donc, la bonne réponse, c'est le plan d'épargne logement. Et ça va, je suis rassuré, il y a 96% de bonnes réponses. Il y a juste 2 participants qui se sont trompés sur cette question. Et donc, quelques éléments par rapport au PEL. Donc, plan d'épargne logement, c'est un produit d'épargne qui est donc réglementé. Ça veut dire quoi? C'est que c'est l'État qui fixe les lignes réglementaires par rapport au PEL. On ne peut pas avoir un PEL différent selon les banques. C'est toujours le même PEL que vous avez, que vous passiez par la BNP, le CIC ou le LCL. Le taux de rendement du PEL, il dépend du moment où vous y investissez. Donc actuellement, c'est 2,25% brut, ce qui veut dire que là-dessus, on vient avoir une imposition qui va baisser le rendement, c'est des prélèvements sociaux. Le PEL, à savoir que c'est un produit qui est rigide, donc il y a des contraintes de versement chaque année. Il faut y verser un minimum d'argent, environ 400 €, et on ne peut pas retirer les fonds avant 4 ans. Donc ça, c'est une contrainte liée au support. À savoir que le PEL, beaucoup de personnes pensent que ça donne accès à un taux d'emprunt avantageux pour un projet immobilier. Pas forcément. Vous ouvrez un PEL aujourd'hui, le taux auquel vous aurez droit au niveau d'une banque, c'est 3,45%, ce qui est plus ou moins un taux auquel vous pouvez avoir accès actuellement, même sans PEL. Voilà donc quelques mots par rapport à ce support d'investissement. Question suivante. Quel est le point commun entre le livret A, le LDDS, le PEL et le CEL? Numéro 1, ces comptes sont tous non réglementés. Numéro 2, ce sont tous des investissements au service du climat. Numéro 3, ce sont tous des produits soumis à une forte imposition. Au numéro 4, ils sont tous à capital garanti. Et donc la bonne réponse pour cette question, c'est en effet la dernière réponse. Ce sont tous des produits à capital garanti. Donc, je viens de vous dire que le PEL, c'est un outil réglementé. C'est aussi le cas du livret A, du LDDS et du CEL qui sont réglementés par l'État. Hélas, ils ne sont pas tous au service du climat puisque le livret A notamment finance le logement, par exemple. Et le livret A et le LDDS, troisième réponse ici, ne sont pas sujets à imposition. Donc, ils sont tous à capital garanti. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'argent que vous y placez n'est soumis à aucun risque de défaut. Donc, vous mettez 10 000 € sur un de ces supports, livret A, LDDS, PEL ou CEL, vous ne les perdrez pas. Ça, c'est une garantie, donc pas de risque de perte. Donc, juste livret A, voilà, le support basique. LDDS, livret développement durable et solidaire. PEL, on en a parlé juste avant. Et CEL, c'est un compte épargne logement. Donc, ces différents supports ont différents taux de rendement. Donc, je ne vais pas vous les annoncer ici, parce que la question suivante est justement liée à ce sujet-là. Et à savoir que certains de ces livrets sont pertinents pour l'épargne de précaution. C'est l'épargne qu'on va qualifier de précaution. Pourquoi? C'est là où vous allez puiser si vous avez des besoins à court terme, des différents aléas, des projets à horizon 6 mois, 1 an. L'épargne sur un livret bancaire, c'est adapté. Pour l'investissement, ça l'est un peu moins parce que le rendement n'est pas hyper intéressant. J'ai une question par rapport à ça qui a été posée. Le capital garanti, il est garanti par le fonds de réserve ou par... Alors, le capital garanti, c'est que quand vous mettez sur un livret A, un livret de plan durable, vous n'aurez pas de rendement négatif. Ça sera toujours, actuellement, le rendement, je ne vais pas le citer encore une fois, c'est la question suivante, mais vous n'aurez pas de rendement négatif. Donc, vous mettez 10 000, vous n'aurez pas de risque de perdre de l'argent. Après,
il y a une question liée aux banques et à leur solidité, à savoir que tous vos avoirs dans une banque sont protégés jusqu'à 100 000 euros. Donc, si demain il y a une crise bancaire mondiale, donc, et que vous avez 100 000 euros ou moins en banque, bah, vous récupérez l'argent. Si vous avez plus, là, l'excédent pourrait être sujet à perte éventuellement, si on en arrivait à ce niveau-là. Et donc, je vous disais, donc, les livrets ne sont pas forcément tous pertinents pour la précaution. Pourquoi? Je pense notamment au PEL et au CEL, leur rendement est très faible. Donc, le livret A et le LDDS ont un rendement plus élevé. Donc, l'avantage, capital garanti, l'argent est disponible rapidement. Et donc, c'est vraiment idéal pour mettre un peu d'argent de précaution. Autre question sur ça, qu'est-ce que le compte à terme? Alors, le compte à terme, c'est un support. Alors, généralement, il y a un minimum d'investissement qui est entre 15 et 20 000 euros, donc qui n'est pas forcément dédié à tout le monde. Justement, on va choisir un terme avec la banque. Donc, c'est sur une durée de 6 mois minimum renouvelable. Par rapport à ça, l'argent est bloqué durant cette durée-là, VS un rendement que la banque fournit. Donc, généralement, les comptes à terme, le rendement actuellement est plus élevé qu'un livret bancaire, mais la contrainte, c'est que l'argent est bloqué. Donc, ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, ça dépend des termes justement du compte à terme, et c'est renouvelable. Donc, si ça peut être 6 mois renouvelable plusieurs fois, jusqu'au moment où l'épargnant souhaite sortir ses fonds. Et capital garanti? Le CEL, le compte à terme, ça a aussi un capital garanti, pas de risque de perte. Question suivante. Et donc, ça rejoint ce que je viens de vous dire. Quelle est la rentabilité actuelle du livret A? Donc, numéro 1, 2% net. Numéro 2, 2,5% brut. Numéro 3, 3% net. Et numéro 4, 3,5% brut. Et la bonne réponse, c'est 3% net. Ouais. Donc là, il y a un peu moins de la majorité qui a trouvé la bonne réponse. Donc, quelques éléments par rapport à ça. Donc, déjà, le rendement du livret A est similaire au rendement du livret développement durable et solidaire. Donc, c'est les deux en 3% net. Alors, entre brut et net, qu'est-ce qui diffère? C'est l'imposition, la fiscalité. Donc, le livret A, le rendement n'est pas sujet à imposition, ce qui fait que le 3%, c'est bien 3% net. À savoir que le rendement du livret A, il est indexé par rapport à quoi? Par rapport à l'inflation. Actuellement, le 3% net, ça se base sur l'inflation de l'année passée, qui était très élevée. Le rendement de 3%, il est actuellement garanti jusqu'au 31 décembre. Il y a des chances que ce rendement soit amené à baisser l'an prochain, puisque l'inflation cette année devrait avoisiner 2%. Voilà donc quelques éléments par rapport au livret A. Question suivante. Qu'est-ce qu'un fonds euro? Un support qui garantit le capital et offre un rendement minimum, un fonds d'investissement à risque élevé qui investit dans les actions, un compte d'épargne avec des taux d'intérêt variables et non garantis, ou un instrument financier utilisé pour spéculer sur les devises. Et la bonne réponse était la réponse numéro 1. Un support qui garantit le capital et offre un rendement minimum. Donc 34%, oui, la bonne réponse. Petit point sur les scores au passage. Donc là, ça a changé un petit peu. C'est Dylan qui est passé en tête devant Kevin, qui n'est pas très loin, et Mika qui est 3e. Quelques éléments par rapport au fonds euro. Donc, le fonds euro, c'est un support que vous avez sur des contrats d'investissement, donc en l'occurrence l'assurance vie et le PER. Donc, le fonds euro, ça vous permet d'investir dans un support qui est sécuritaire. Le fonds euro, généralement, il est exposé au marché obligataire. Donc, je reviens aux obligations qu'on avait parlé au début de la présentation. Donc, le fonds euro, ça correspond à des obligations. Son rendement est plutôt faible ou moyen, ça dépend de votre considération, entre 1,5% et 3% pour les meilleurs fonds euros, en moyenne. Donc, par rapport à ça, rendement sécuritaire, mais le rendement, en l'occurrence, n'est pas des plus élevés. À savoir que sur l'assurance vie et le PER, la poche qui est plus risquée, on l'appelle unité de compte. Donc, par rapport à ça, elle va être investie sur les marchés financiers et ou immobiliers. Donc, sur chaque assurance vie, chaque PER, donc pour l'épargne retraite, vous investissez soit en fonds euros, soit en unité de compte, soit les deux. Et vous choisissez la répartition entre chacun. Allez, dernière question par rapport aux investissements financiers. La question de niveau difficile à vos téléphones ou vos ordinateurs. C'est parti. Que désigne le private equity? L'investissement dans les actions en bourse pour des gains à court terme, numéro 1. Numéro 2, l'acquisition de parts de sociétés non cotées en bourse pour les développer. Numéro 3, un produit d'épargne à capital garanti proposé par les banques. Et numéro 4, un type de prêt
accordé aux entreprises en difficulté financière. Et la bonne réponse est la réponse numéro 2. Donc là, la majorité a trouvé la bonne réponse. Donc le private equity, c'est une thématique qui est très tendance actuellement. On parle beaucoup d'économie réelle. On va pouvoir investir dans des projets qui sont en développement, qui sont au début de leur structuration, et donc contribuer à ce développement des projets. Donc on parle aussi d'investissements non cotés, puisqu'ils ne sont pas cotés sur les marchés financiers comme le CAC 40. Donc par rapport à ça, le private equity peut se faire de deux manières, soit un fonds avec différents projets, et donc au moins le risque est diversifié et dilué. Donc c'est un gérant qui va sélectionner différents projets pour les rendre éligibles, et donc on investit dans un fonds sur ces différents projets, ou soit on peut trouver aussi des projets en direct. Donc un projet qui vous parle sur une thématique qui vous tient à cœur, c'est possible. Private equity, donc les projets, la plupart sont jeunes, et donc par rapport à ça, le risque est important, mais aussi la rentabilité peut l'être. En l'occurrence, si le projet évolue correctement, s'il trouve des clients, s'il se développe, on peut réussir à avoir des belles rentabilités. Voilà pour le thème numéro 2. On va passer au thème numéro 3, la partie immobilière. Et donc, on va recommencer par des questions niveau facile. Qu'est-ce que la location nue? Numéro 1, la location d'un bien immobilier meublé pour une courte durée. Numéro 2, la location d'un espace commercial avec des services inclus. Numéro 3, la location d'un bien immobilier en colocation avec service d'entretien. Au numéro 4, la location d'un bien immobilier sans meubles ni équipement. Donc la bonne réponse, c'est la dernière proposition. Donc en effet, donc, la majorité ont eu la bonne réponse. Donc un bien sans meubles ni équipement. Donc pour la caractériser en quelques mots, donc c'est un logement donc vide de meubles. Donc par rapport à ça, juste un logement sans rien du tout. Donc c'est une location nue. La durée du bail en location nue, c'est 3 ans minimum. Donc ça, c'est une contrainte liée à ce type de location. Et après, donc, les loyers perçus de la location nue, on les appelle des revenus fonciers. Voilà quelques éléments par rapport à cette location. Question suivante, à vos téléphones et ordinateurs. C'est parti. Qu'est-ce que la plus-value immobilière? Numéro 1, la valeur ajoutée apportée par les travaux de rénovation. Numéro 2, la différence entre le prix de vente et le prix d'achat d'un bien immobilier. Numéro 3, la hausse des loyers au fil du temps. Au numéro 4, la valeur d'un bien immobilier après déduction des charges. Et la bonne réponse était la numéro 2, une différence entre prix de vente et prix d'achat d'un bien immobilier. Donc, quelques éléments par rapport à ça. Déjà, savoir que la plus-value immobilière, cette différence peut être sujet à imposition. Tout dépend si c'est votre résidence principale ou une résidence secondaire ou locative. Résidence principale, la plus-value immobilière ne sera pas fiscalisée. Donc, si vous achetez un bien à une valeur et vous le revendez plus cher, ça ne générera pas d'imposition. Sur les autres types d'investissements, investissement locatif, résidence secondaire, vous aurez une imposition à 19% sur la plus-value, plus 17,2 de CSG CRDS. Donc, si je fais la somme de tout ça, ça fait 36,2%. À savoir que sur ce type de résidence, plus vous gardez le bien longtemps, moins votre plus-value sera fiscalisée, puisque dès la 6e année, vous avez des abattements. Ce qui fait qu'au bout de 22 ans, si vous patientez un petit peu, votre plus-value sera exonérée d'impôt sur le revenu, et au bout de 30 ans, de prélèvements sociaux. Ah, on a une question. Lorsqu'on pratique l'amortissement, la plus-value est bien calculée sur la nouvelle valeur. Alors, j'ai pas compris la question. Lorsqu'on pratique l'amortissement, la plus-value, elle est calculée sur la nouvelle valeur ou sur l'ancienne valeur? Alors, en fait, l'amortissement, c'est lié à un bien loué en meublé. Donc, par rapport à ça, ce qui se passe, c'est que l'amortissement, c'est une charge qu'on peut déduire durant la durée de la location du bien. Et à la fin, à la revente, l'amortissement n'est pas pris en compte. Ce qui fait que c'est le même système, prix d'achat vs prix de vente. Ça pourrait évoluer d'un point de vue législatif. Là, hier soir, il y a eu un projet qui ferait que l'amortissement serait réintégré dans le prix d'achat, et ce qui fait que la plus-value en conséquence serait plus importante en mettant l'amortissement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais en tout cas, pour l'instant, l'amortissement ne rentre pas dans la plus-value, mais il pourrait le rentrer si la loi est votée.
Question suivante. À partir du 1er janvier 2025, quelle est la classe minimale de DPE qu'un propriétaire doit proposer à ses locataires? Numéro 1, E, numéro 2, F, numéro 3, G et numéro 4, H. Donc la bonne réponse, c'est le F. Alors ça, c'était pas évident, je suis désolé. Là, c'est soit on sait, soit on ne sait pas. DPE, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Diagnostic de performance énergétique. Donc, c'est un sujet aussi très tendance, c'est, pour résumer, est-ce que votre logement consomme beaucoup ou pas? Donc ça, c'est une métrique qui est beaucoup plus maintenant surveillée depuis une loi en 2021 qui va venir qualifier la décence d'un logement mis en location. Donc, en l'occurrence, l'État a exigé et a mis en place un calendrier pour mettre un DPE minimum pour que les propriétaires puissent louer un logement à leurs locataires. À partir de 2025, donc, on pourra louer un logement uniquement à un DPE F minimum, ce qui veut dire que les DPE G et H ne pourront plus être mis en location. Donc, c'est soit les propriétaires vendent les biens, soit ils les rénovent pour les faire passer au DPE F. Justement, question par rapport à ça, enfin, c'est plus une remarque, mais en quoi le DPE peut avoir un impact justement sur l'investissement? En fait, justement, si vous achetez un bien avec un DPE G ou H aujourd'hui, il faut déjà quantifier une masse de travaux pour passer au DPE F ou au-dessus. En termes de budget, ça à prendre en compte. Si vous achetez un bien G ou H sans budget travaux, vous ne pourrez pas le louer, donc vous devrez forcément soit y vivre, soit en faire une résidence secondaire. 2028, donc on passera sur un DPE E et 2034, un DPE D. Donc l'exigence en termes de DPE augmente progressivement, ce qui veut dire que les biens qui seront mis en location progressivement devront être plus efficients énergétiquement parlant. Donc le DPE, pour rappel, c'est un diagnostic qui est fait par un professionnel qui vient dans votre bien pour analyser différents critères et donc le noter. Et donc, Attends, c'est DPE F et G les minimums? Non? C'est une question. 2025, c'est F. Donc les G et H seront exclus. Donc si en 2025, un DPE G ou H est mis en location, le locataire pourra se retourner contre le propriétaire. Question H, ça suivante. n'existe pas? Si, ça existe. Ouais, la pacification. Alors je pense que c'est rare qu'il y ait des H, mais ça doit exister. On va passer à la question suivante. Que signifie LMNP? Numéro 1, loueur en meublé non professionnel. Numéro 2, location de mobilier non professionnel. Numéro 3, loyer minimum pour 8 propriétés. Et numéro 4, location à moindre prix non profitable. Et la bonne réponse, c'est la réponse numéro 1, loueur en meublé non professionnel. Donc 49% de bonnes réponses. Donc le LMNP, ça vient en opposition avec la location nue. Donc là, LMNP, loueur en meublé non professionnel, on vient louer un bien qui est meublé. C'est quoi un bien meublé? C'est un bien avec le minimum d'équipement pour vivre. Donc en l'occurrence, c'est pouvoir dormir, pouvoir se nourrir et pouvoir se laver. Donc l'hygiène. Donc ça, c'est la base. Et après, chaque propriétaire peut venir agrémenter pour donner un peu de confort à ses locataires. Donc pour être aujourd'hui loueur en meublé non professionnel, il faut louer un bien meublé. Et en plus, il faut respecter des conditions en termes de revenus. Donc, vous voyez, pour ne pas devenir loueur meublé professionnel, il faut que les loyers annuels liés au bien ne dépassent pas 23 000 € et qu'ils représentent moins de la moitié des revenus du foyer fiscal concerné. À savoir que si vous dépassez ces deux critères-là, vous venez donc loueur meublé professionnel. Et là, d'un point de vue imposition, c'est différent. Le LMNP, donc loueur en meublé non professionnel, c'est un statut qui est intéressant pour investir. Donc généralement, si vous avez un choix à faire pour optimiser l'imposition, c'est le bon choix. Sauf que là, depuis hier soir, donc c'est un statut qui est apparemment remis en cause puisque les avantages, notamment liés aux amortissements, sont en train d'être modifiés. Donc affaire à suivre. Il y a une question par rapport à ça. Est-ce que c'est possible de passer en location nue à meublé? Alors, il est possible de passer de nu à meublé. En fait, il faut faire un nouveau bail. Donc, par rapport à ça, il faut que votre locataire soit d'accord. Généralement, c'est une contrainte parce que le locataire en cours, il a sûrement ramené ses meubles. Donc, il faudrait lui dire de retirer ses meubles, faire un nouveau bail. C'est difficilement réalisable. Donc, généralement, ça se passe quand un bail se termine. Quand un locataire part, c'est plus simple de basculer de nu à meublé.
Mais sinon, oui, ça peut se faire très facilement. Il faut juste, encore une fois, meubler le bien comme indiqué ici. Dernière question par rapport à l'immobilier. Question de niveau difficile. Quel est l'impact d'un déficit foncier? Numéro 1, augmenter le montant des impôts à payer sur les revenus fonciers. Numéro 2, déduire les pertes liées à la gestion d'un bien des revenus imposables. Numéro 3, entraîner une réduction de la valeur d'un bien immobilier. Numéro 4, générer automatiquement des revenus locatifs plus élevés. Alors, donc, normalement, question difficile, on va voir les résultats. Et donc, plus de la moitié trouvez la bonne réponse. Bravo à vous. Au niveau des scores, ça a encore bougé. Encore un trio qui se détache, Kevin devant Mathieu et Mika. Et donc, par rapport à ce déficit foncier, quelques éléments d'information. Donc, un déficit foncier, ça concerne quoi? La location nue. Donc là, un bien qui n'est pas meublé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On est dans une situation de déficit foncier si les charges liées au bien sur une année, donc les charges déductibles, dépassent les loyers. Charges déductibles, c'est quoi? C'est tout ce qui est intérêt d'emprunt, charges de copropriété, charges de gestion si le bien est géré par un gestionnaire, la taxe foncière, tout ce qui est assurance et les travaux éventuels. Donc, toutes ces charges-là sont déductibles de vos loyers. Et donc, si ces charges dépassent vos loyers, vous avez donc un déficit foncier. Donc, en gros, les charges dépassent les loyers, pour résumer. Et donc, quel impact ça a d'avoir un déficit foncier? C'est que le montant qui dépasse les loyers peut s'imputer sur vos revenus globaux, jusqu'à 10 700 € par an. Donc, par exemple, si vous avez des loyers de 5 000, des charges de 6 000, vous avez un déficit de 1 000, les 1 000 € pourront venir baisser votre revenu imposable et donc vous faire économiser en imposition. La contrainte du déficit foncier, c'est que si vous faites une année un déficit foncier, vous devez justement conserver le bien en location nue pendant 3 ans ensuite. Donc, si vous souhaitez le passer en meublé, vous savez que vous devez passer 3 ans. Donc ça, c'est plutôt un bon mécanisme pour baisser son imposition. Si vous avez des travaux, généralement, c'est intéressant, puisque vous avez un coût au départ, mais qui est atténué par la baisse d'imposition que ça génère. Voilà pour la thématique immobilière. Et donc, on va finir par un sujet que tout le monde adore, le sujet de l'imposition, avec la question numéro 16 qui va s'afficher à l'écran. Question de niveau facile pour commencer. Notre impôt sur le revenu est, donc il y a une chance sur 2, progressif ou proportionnel. Et la bonne réponse est progressif. Oh yeah! Bravo aux 23 qui ont bien répondu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire progressif vs proportionnel? Donc, proportionnel, ça aurait été pour tout, même pour tout revenu, avoir un pourcentage fixe qui s'applique. Donc, mettons, c'est le cas en Russie, où pour chaque niveau de revenu, ils ont, de mémoire, c'est 20% qui est prélevé. Peu importe si vous touchez beaucoup, pas beaucoup. Donc, ça, c'est proportionnel. En France, c'est progressif. Ce qui veut dire que plus les revenus montent, plus votre imposition va monter et votre taux moyen d'imposition va monter. Donc, il y a différentes tranches. On va voir justement les voir juste après. Et donc, c'est fait pour que les moins aisés payent le moins possible et les gens qui touchent le plus d'argent payent en proportion plus aussi d'impôt sur le revenu. Question suivante. À vos téléphones. Quelles sont les différentes tranches d'impôt sur le revenu? 1, 11, 35, 45, 50, 0, 10, 25, 35, 41, 0, 11, 30, 41, 45 ou 1, 10, 30, 35, 40%. Donc là, c'est ce que vous payez tous, je pense, tous les ans. Ou pas encore, mais peut-être bientôt. Donc 41 réponses, et la bonne réponse était la numéro 3. Donc 0, 11, 30, 41, 45, les différentes tranches de notre impôt qui le rendent donc progressif. Je vous les mets à l'écran. Ça, c'est les tranches que vous avez actuellement, donc qui sont appliquées pour 2023, donc ce que vous avez déclaré là au printemps. Donc vous avez les planchers, les plafonds des tranches.
Ce qui veut dire que sur vos revenus concernés, une partie est imposée à 0, donc vos revenus entre 0 et 11 294, une partie est imposée à 11, et ainsi de suite si vos revenus augmentent ou sont plus élevés que les différents planchers des tranches. Donc là, vous voyez, ça c'est pour une part fiscale, et après, donc, c'est à pondérer si vous avez une famille, si vous êtes marié, pacsé avec des enfants, les tranches sont un peu différentes. Et donc, votre moyenne de tranche, c'est votre taux moyen d'imposition qui sera en fait égal normalement au prélèvement à la source. À savoir que ces tranches, elles vont changer l'an prochain, donc ça a été annoncé hier, par rapport à l'inflation. Donc le plancher et le plafond des tranches va être revalorisé, ce qui veut dire que pour un même niveau de revenu, vous payerez un peu moins d'impôts. Si vos revenus ont monté, par contre là, ce sera au cas par cas. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y a eu plein de... Hier, en fait, le gouvernement a annoncé son projet de loi finance. Donc, c'est les grandes lignes de son budget 2025. Donc, où est-ce qu'ils vont faire des économies? Où est-ce qu'ils vont aller mettre de l'argent? Où est-ce qu'ils vont baisser les budgets? Et donc, il y a différentes décisions qui ont été avancées, pas encore votées. Mais en tout cas, on sait un peu vers quoi on pourra partir l'an prochain. Question numéro 18. Qu'est-ce que le TMI? La plus haute tranche à laquelle les revenus sont imposés, le pourcentage d'imposition appliqué aux revenus d'une personne, un taux fixe appliqué à tous les contribuables, quel que soit leur revenu, le taux d'imposition appliqué uniquement aux revenus de source étrangère. Et la bonne réponse, c'est la numéro 1. Donc là, la majorité est perdante. Donc, quelques éléments par rapport au TMI, qui est justement souvent confondu avec la réponse numéro 2. TMI, ça veut dire quoi? C'est le taux marginal d'imposition. Il ne faut pas confondre avec le taux moyen d'imposition. Donc, j'ai remis à l'écran les différentes tranches d'impôt. Et en fait, donc, le TMI, c'est la plus haute tranche à laquelle vous êtes imposé. Donc, par exemple, si vos revenus sont de 30 000 € en 2023, vous avez une partie qui est imposée à 0, une partie qui est imposée à 11 et une partie qui est imposée à 30. Votre TMI, c'est 30%. Ça signifie quoi? C'est que si demain vous avez une hausse de revenus, cette hausse de revenus sera imposée à 30%. Mais tous vos revenus ne sont pas imposés à 30, une partie est imposée à 0, une partie est imposée à 11, une partie est imposée à 30. Donc TMI, taux marginal d'imposition, c'est votre plus haute tranche. Est-ce que du coup, je peux peut-être un exemple par exemple sur un revenu à 25 000 €, comment ça va se passer? Donc sur un revenu à 25 000 €, donc vous avez la partie entre 0 et 11 294 qui est imposée à 0, et entre 11 295 et 25 000, c'est imposé à 11. Le TMI, c'est 11%. Donc, le TMI, c'est aide à savoir si demain vous avez une hausse de revenus, quelle imposition sera générée par cette hausse de revenus. Ouais. Et plus le TMI est élevé, plus c'est intéressant de penser à défiscaliser. Et donc le TMI, on confond souvent avec le taux moyen d'imposition, qui est la moyenne de vos tranches, qui est en fait le ratio entre vos impôts et vos revenus. Mettons, si vous payez 2 000 € d'impôts et que vous avez 20 000 € de revenus, donc c'est 2 000 divisé par 20 000, donc 10%. Donc voilà, c'est deux notions différentes, taux moyen et taux marginal d'imposition. Il nous reste 2 questions. Je peux faire un point sur les scores? On va faire là, je vais lancer la question d'abord, et puis on fera un point sur les scores après. Quel est le taux actuel de la flat tax? 25%, 30%, 35% ou 40%? La bonne réponse est la réponse numéro 2. 30%. Donc la majorité a trouvé la bonne réponse au niveau des scores. C'est encore un peu bougé, donc c'est toujours Kevin en tête devant Mathieu. Un truc que tu n'aimes pas quand tu as des bitcoins. Et Emmanuel. Donc en effet, dire un peu ce que c'est la flat tax et comment ces 30% s'appliquent. La flat tax, c'est lié à vos dividendes, au rendement de vos obligations, même le rendement de vos livrets PEL, CEL. Donc c'est de l'impôt qui est prélevé dessus. Donc la flat tax, actuellement, c'est 30%. Donc en effet, les crypto-monnaies aussi sont sujets à la flat tax. Donc, c'est le taux qui vient gréver le rendement brut pour obtenir le rendement net après imposition. À savoir que si vous êtes sur un TMI, j'y reviens, un taux marginal d'imposition à 0 ou 11%, vous pouvez faire le choix d'être imposé à votre TMI et pas à la flat tax.
Donc, par rapport à ça, vous serez imposé à votre TMI, mettons 11%. Les prélèvements sociaux qui vont s'appliquer en plus, 17,2%. Donc, vous serez à 28,2%. Ça restera moins élevé que 30%. Donc, ça, c'est un choix possible. Donc, de choisir le barème de l'impôt et pas la flat tax. La flat tax, il y a eu un débat sur est-ce qu'elle sera augmentée ou pas. Apparemment, elle sera maintenue à 30% l'an prochain. Je parle avec, pour l'instant, des pointillés, mais apparemment, ça sera préservé à ce taux de 30%. Dernière question. Le score, le score pour un peu de suspense. Mais si je lance, Ah bah oui, non. Tac. Quel dispositif permet d'obtenir une baisse d'imposition, une réduction d'impôt et un investissement dans un bien immobilier ancien à rénover? 1. Le Pinel, 2. Le Duflot, 3. De Normandie, 4. Borloo. Et la bonne réponse, c'est le de Normandie. Et donc là, seules 7 personnes ont trouvé la bonne réponse. Oui, donc c'est pas le Pinel, c'est pas le Duflot, c'est pas le Borloo. Donc, point sur les scores finaux. Et donc, c'est Kevin qui a fait la question du début à la fin. Tu es déclaré, proclamé HPI. Bravo. Mathieu, t'es pas loin. Tu es presque HPI. Et par contre, ceux qui sont dans le top 15, donc, il y a encore un peu de boulot devant vous. Donc, par rapport aux de Normandie, pour conclure la présentation, donc, beaucoup ont mis Pinel. Pinel, c'est par rapport à des biens neufs. Été créé, donc sorti de terre, et donc par rapport à ça, on pouvait y investir et avoir droit à un gain fiscal. Le Pinel s'arrête au 31 décembre. Donc après, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle loi fiscale qui va pousser les gens à acheter du neuf. Même le marché du neuf, pour l'instant, il est un peu à l'arrêt. Il y a beaucoup moins d'offres sur ce type de biens. Et donc là, maintenant, c'est le de Normandie qui prend le dessus. Et donc, c'était la bonne réponse. C'est des biens anciens à rénover et donc qui donnent droit à un gain fiscal. Donc, par rapport à ça, tout le monde ne peut pas le faire. C'est un cahier des charges précis qu'il faut suivre avec différentes contraintes. Notamment, il faut que le DPE soit amélioré, il faut que les matériaux utilisés soient précis aussi pour y répondre. Le Normandie, c'est aussi dans des villes de taille moyenne, alors que le Pinel, c'était un peu dans tout type de ville. De Normandie, ça évolue aussi par rapport à ça. Donc, c'est des villes plus ou moins intéressantes. Il y a à boire et à manger. On peut investir en de Normandie à Pau. On peut aussi investir en de Normandie à Cahors, Castelnaudary ou encore Tarascon. Donc, ce n'est pas des grandes villes, donc il y a encore une fois une sélection à faire par rapport au choix de la localisation. Et dans le Nord, ce serait quoi Dans le Nord, il y a Tourcoing, il y a Cambrai, Valenciennes n'y est plus. Donc il n'y a pas non plus pléthore de villes. Il y a une ville intéressante. C'est la localisation qui est plus importante. Oui, localisation, c'est toujours l'élément de base. Le gain fiscal, c'est une cerise sur le gâteau. C'est ce qui vient après éventuellement bonifier l'investissement, mais de base, forcément, le lieu reste le sujet numéro 1. Et il y a une liste de villes précises. Il y a une liste précise de villes. Ça peut être des petites villes, voire petits villages. Il y a une liste précise de villes qui est communiquée. Il y en a 300 et quelques. Il y en a beaucoup. Et encore une fois, il y a un tri à faire. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Est-ce que tu as des conseils sur, on va dire, un peu ton top 3 d'investissement que tu recommandes Joris, c'est dit la même chose. Bon, concrètement, il faut investir où pour faire du sous? Alors, cette question, c'est toujours compliqué de faire une réponse générale parce que tout dépend de votre situation. Alors, j'aimerais bien me mouiller, mais me mouiller sans savoir où vous en êtes, votre épargne de côté, votre niveau de revenu, c'est un peu compliqué. Donc, généralement, pour répondre à cette question-là, la base, c'est de diversifier vos investissements. Donc, que ce soit en épargne de précaution, premièrement, donc livret A ou LDDS. Après, en épargne de produits financiers, donc l'assurance vie, généralement, c'est un placement qui est adapté avec un profil de risque qui vous convient. Et immobilier aussi en parallèle. Donc déjà, si vous diversifiez, c'est une bonne base pour vous lancer et pour aussi avoir des résultats sur la durée. Et après, précisément, tout va dépendre de ce que je viens de vous indiquer. Et aussi, est-ce que vous êtes prêt à prendre du risque ou pas? Et quel temps vous avez devant vous? Si vous voulez du rendement rapide, on va prendre beaucoup de risques, mais aussi, qui dit beaucoup de risques, dit
perte potentielle. Est-ce que les ETF sont un bon placement, selon toi? Alors déjà, pour que les gens sachent ce que sont les ETF, donc c'est un outil qui permet de répliquer la performance d'un indice. Donc, mettons le CAC 40, on en parlait au début, c'est un indice boursier en France qui fluctue, donc qui monte, qui descend tous les jours. Et plutôt qu'acheter une société du CAC 40 ou quelques-unes, on peut prendre un ETF CAC 40 qui va répliquer au jour le jour ses variations. CAC 40 fait 1%, l'ETF monte de 1% aussi. Donc c'est intéressant pour diversifier très facilement sans avoir à choisir quelle société vous pensez qui progressera ou baissera. Donc c'est un bon moyen de s'exposer à la bourse sans avoir à trop s'y pencher, à prendre trop de temps. Est-ce qu'il y a un intérêt à fermer une assurance vie avant les 8 ans d'ouverture et ainsi payer la flat tax pour en rouvrir une autre avec des frais moins élevés? Oui, en fait, ça vaut la peine de comparer. Tout dépend de ta rentabilité parce que donc, la flat tax sera que sur tes rendements. Déjà, si ton assurance vie a un rendement négatif ou nul, tu n'auras pas d'imposition. Si elle a un rendement positif, tu auras l'imposition sur le rendement positif. Mais parfois, il faut savoir se faire mal, entre guillemets, pour retirer et après avoir des bases saines ailleurs. Et en effet, les frais, c'est un sujet qui est important. Donc, si les frais sont trop élevés, soit renégocier dans ton assurance vie actuelle, ou soit en faire une ailleurs. J'ai manqué le début. Est-ce que tu proposes des conseils IMO? Oui. Peut-être très vite fait ce que je fais des conseils globaux. Donc, ça comprend tout ce qui est défiscalisation, investissement immobilier, investissement financier. Encore une fois, tout dépend de votre situation, de vos besoins, de là où vous souhaitez aller. Mais mon approche est globale et donc l'immobilier, c'est un actif, on ne peut pas passer à côté. Donc, en effet. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce meet-up. Et encore merci Corentin. Et on vous dit à bientôt pour un prochain meet-up communauté métier.